Donc nous allons continuer avec notre troisième table ronde. Donc là, nous allons passer sur des témoignages de consultants et de certificateurs. T'en crains. Installez-vous. Bah oui. Et vous remarquez. Oui, c'est ce que je lui dis. Je me suis fait une bonne réflexion. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, donc nous allons passer à la table ronde des consultants et experts. Donc là, j'ai fait appel à des gens que je connais très bien, puisque c'est mon équipe. Donc à Céline David et puis à Emmanuel avec qui on travaille beaucoup. Mais je vais les laisser se présenter. Je vous laisse vous présenter à tour de rôle. Bonjour à tous, Emmanuel Do de la société Ugra Swiss Testing AG en Suisse. Je suis responsable laboratoire et directrice générale adjointe. Et pour la certification PSO, c'est moi qui suis responsable en France pour effectuer les différents audits, comme nous avons pu l'entendre déjà tout à l'heure de nos confrères Antoli et le groupe Voters. Merci Emmanuel. Donc moi c'est David, la société GAC, pour laquelle je suis consultant presse, donc d'aller régulièrement sur le terrain chez les imprimeurs pour les accompagner justement le plus régulièrement possible sur la normalisation. Et moi je suis Céline, consultante chez GAC depuis quelques années, plutôt sur la partie pré-presse. Donc voilà, on accompagne les imprimeurs à normaliser leur chaîne de production et pour ma partie donc sur le pré-presse. Merci Céline. Donc je vais commencer cette table ronde sur les craintes que les gens expriment lorsque vous arrivez, parce que souvent quand on accompagne sur ces projets, on rencontre des craintes très, très rapidement. Et est-ce que vous pourriez me décrire les principales craintes que vous rencontrez chez les imprimeurs lorsqu'on parle de normalisation, avant même de mettre en œuvre en réalité, par exemple sur un audit de démarrage ou sur quelque chose comme ça? Moi j'en ai identifié 3 principales. La première, c'est combien ça va me coûter, tout simplement. Pourquoi ? Parce que les gens voient ce que ça va leur coûter à l'instant T, mais ils ne voient pas ce que ça va leur rendre dans un temps assez restreint en plus. Donc le ROI, ils ne le prennent pas en compte forcément. La deuxième chose, c'est ça fait 25 ans que je travaille comme ça et je ne vois pas pourquoi je changerais. Donc ce discours, on l'entend assez fréquemment. Et on l'a prouvé via les tables rondes précédentes que c'est important de vivre avec son temps et du coup d'évoluer. Et la troisième, je m'en souviens plus. En fait, non. Primo et Tirsion. Tu l'as cassé. Est-ce qu'il y a d'autres craintes que vous avez Alors, identifiées? je rejoins, oui, Céline. Ah si, ça y est, je m'en Ah oui, d'accord. Je rejoins Céline sur ton premier point. C'est surtout aussi par rapport au temps, dans la mesure où on accompagne les imprimeurs. Dans cet accompagnement, effectivement, il y a cette notion de temps. Et donc une production qui peut être par moment arrêtée. Et donc la crainte, c'est ma production va être arrêtée. Donc on explique et on accompagne que justement cette production arrêtée aujourd'hui à l'instant T va être récupérée par la suite par un gain de temps lorsque le projet sera complètement mis en place, quoi. On peut parler d'investissement en fait. On peut parler Là, pour le d'investissement coup, on également. parle d'investissement. Oui. Clairement. C'est un investissement de temps. C'est vrai. Mais comme c'est pas matériel, souvent les C'est gens ça. ne l'identifient Pas pas comme concret, tel. voilà, ouais. Voilà, tout à fait. Exactement, c'est ce que nous on peut voir aussi. C'est vrai que quand nous on est contactés, la plupart des craintes ont déjà été résolues par vous, GAC, puisqu'ils font l'accompagnement, ils font toutes les formations pour aider l'imprimeur à être prêt au moment où nous on va faire la certification. Mais nous, la première question qu'ils nous posent toujours, c'est combien ça va nous coûter également. Et c'est vrai que c'est un prix qui est un petit peu élevé, mais toujours penser que c'est sur le long terme, l'investissement, en fait,
c'est un retour et des économies qui vont être faites sur le long terme et qui ne sont pas négligeables. Et on a entendu aujourd'hui pendant la première table ronde certains chiffres qui sont quand même assez impressionnants par rapport au nombre de non-conformités qui ont été réduites, ou bien aux gains de productivité et en termes d'économie de papier, de matières premières qui sont sur le long terme aussi, même pour le côté vert de l'impression qui sont même importants. Et sans parler des parts de marché qui ont été conquis Qui peuvent être gagnés, exactement. et qui ont permis, enfin c'est quand même des chiffres, moi je trouve, astronomiques qui ont été évoqués à la première table ronde, qui font que effectivement le coût de la normalisation à ce stade-là, si on pense ROI sur 2 ans ou sur 3 ans, je pense que oui, c'est un investissement nécessaire. Et alors, qu'est-ce qui, selon vous, avec votre expérience, que ce soit en certification ou en accompagnement, qu'est-ce qui est réellement complexe et qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut paraître, les entreprises vont dire oui, mais ça c'est difficile, etc., et qui en réalité ne l'est pas vraiment. Est-ce que vous pouvez identifier? Est-ce que vous avez identifié ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors moi, c'est par rapport à ce que je rencontre effectivement sur le terrain, la difficulté, ça va être plus, c'est intéressant que Ben le souligne au tout début, finalement ça va être le rapport humain, l'appréhension des opérateurs à se lancer dans le projet. Donc ça c'est une difficulté, et que si à l'origine la direction ne communique pas tout de suite sur la volonté du projet, la volonté de la direction de croire en ce projet, là effectivement on a une réelle difficulté dans la mesure où les opérateurs vont pas forcément suivre les accompagnements. Donc il faut qu'il y ait une réelle compréhension des services de l'entreprise pour mettre en place ce projet. Ça c'est en tout cas un des points que je rencontre. Pour ma partie, la complexité, c'est que la normalisation ne concerne pas que la presse offset, mais toute la chaîne graphique. Donc ça veut dire que tous les services sont concernés. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que tout le monde, c'est vraiment un projet d'entreprise, que tout le monde travaille sur cette normalisation. On a beau avoir une presse offset calibrée aux petits oignons, si les paramètres du pré-presse sont mauvais, on n'arrivera à obtenir rien de très concluant sur une presse offset. Donc c'est un vrai projet d'entreprise qui concerne tous les services. Et malheureusement, comme l'a signalé M. Morera, il y a aussi des gens qui sont complètement réfractaires à changer de méthodologie, à changer des habitudes de travail qu'on a depuis très longtemps. Et quand on change les méthodologies, ce qui est compliqué aussi, c'est de mettre en place de la documentation qui va avec, de la rédaction de documentation, comme des procédures ou des modes opératoires. Et ça, pour embarquer les gens là-dedans, c'est assez compliqué. Ouais. D'où la nécessité d'avoir de l'appui de la direction. Tout à fait. Sinon, ça ne va pas. Le projet ne peut pas arriver à terme, quoi. Alors, appui de la direction et, le cas échéant, des responsables de service qui véhiculent pareil, le message de la direction vraiment auprès de tous les opérateurs. Ça ne tient pas que sur une personne, bien évidemment, le chef d'entreprise est la tête pensante et le moteur du projet. Ça, c'est très important, mais effectivement, les chefs de service doivent continuer à passer le message. Oui. Exactement, je te rejoins parce que ce n'est pas seulement la direction, mais les responsables de service, mais c'est aussi de prendre en considération les retours des employés, parce qu'au final, c'est eux qui travaillent sur les machines, c'est eux qui connaissent les process. Et il ne faut pas aller les voir en disant « il faut que maintenant que tu fasses comme ça ». Il faut prendre en considération leur expertise, leur demander « pourquoi tu fais les choses comme ça ?» Il y a certainement une raison. Et bien sûr, il y en a toujours qui vont répondre « on fait ça comme ça depuis des années, ça fonctionne, c'est comme ça ». Non. Dans certains cas, il faut déconstruire les habitudes pour en reconstruire de nouvelles qui vont être stables, qui vont pouvoir être utilisées par tout le monde, pour tous les process, pour tous les départements. Et comme vous disiez, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est collectif. Il faut vraiment penser qu'au final, ce qu'on sort, c'est de A à Z, de la création des données jusqu'à la boîte, au packaging, et puis l'expédition. L'expédition aussi, il ne faut pas les oublier, ils font partie du projet aussi. Donc il faut avoir un capitaine sur le bateau, c'est vrai, mais il faut avoir aussi tout le monde qui rame, et pas seulement les employés, c'est tout le monde à sa rame sur son bateau. Mais alors, justement, comme on disait, on parlait des dirigeants, donc si vous deviez rassurer un dirigeant en leur disant,
quelle phrase en fait vous auriez en tête pour lui dire voilà, je vais vous rassurer, le projet, vous devez vous lancer, mais quel type de conseil en fait vous metteriez en avant finalement? Personnellement, pour les dirigeants qui sont peut-être un petit peu frileux, d'y aller pas à pas changer tout dans l'imprimerie d'un seul coup, mais peut-être commencer par un processus, d'analyser quelques mois après ce que ça donne, et puis après d'aller de plus en plus sur toute la chaîne graphique en fait. Absolument. Oui, si, c'est bon. Oui, de rassurer nos clients, si toutefois il y a doute, c'est de ne pas y aller si on n'est pas convaincu. Il faut vraiment être convaincu du projet. Et à partir de là, si toutefois effectivement on est un peu frileux ou on émet des doutes, c'est dans son équipe trouver des personnes qui pourraient croire en plus véritablement dans ce projet, donc d'être entouré, ne pas y aller tout seul et vraiment d'être entouré de son équipe. On rejoint vraiment ce qu'on dit depuis 2 minutes là, c'est trouver des moteurs en fait, trouver des moteurs et vraiment fédérer toute l'entreprise. C'est vraiment. C'est ça. Et je voudrais rajouter un point par rapport à ce qu'on vit au quotidien sur le terrain avec Céline. On se trouve régulièrement entre service presse et pré-presse, ou comme c'était dit au tout début de la conférence, cette guéguerre pré-presse et presse. Voilà, on arrive à déconstruire ce qui s'est construit tant d'années avec ce clivage entre les deux services, où on arrive à construire ces 2 blocs en un bloc commun. Et c'est vraiment ça où je pourrais dire à un chef d'entreprise, c'est de croire en son équipe, son entreprise à part entière pour pouvoir mener à bien ce projet. Absolument, tout à fait. Oui. Oui, c'était juste pour dire que justement cette guéguerre de pré-presse, le plus dur c'est de les emmener à se prendre la main et d'avancer ensemble. On pourrait dire oui, ensemble on va plus loin, mais dans ce contexte-là, c'est ça, c'est arrêter de se renvoyer la balle et avancer ensemble et comprendre, parce qu'au final, c'est ça l'intérêt de l'entreprise. Et Christophe, tu demandais quel conseil on pourrait donner. Un conseil que je donne souvent, ou une information, c'est ce que Mathilde a souligné dans la première table ronde, c'est attention, le nombre de non-conformités en interne, je parle bien en interne, pas d'externe, risque d'augmenter pendant la formation et la mise en place de la certification PSO. Parce que tout d'un coup, tout le monde regarde avec un regard neuf, différent, les process qui sont mis en place dans l'entreprise. C'est comme ça que ça met en évidence certaines choses qui ne vont pas et qui sont remontées en interne en termes de non-conformité interne. Mais ces non-conformités internes, une fois qu'elles sont résolues, ça évite que ça devienne des non-conformités externes. Et là-dessus, c'est souvent des questions, c'est un point que je remonte aux potentiels clients qui nous contactent, c'est oui, vous allez avoir en interne un nombre plus important de réclamations, mais au final, vous allez vous y retrouver. Et justement, quand vous voyez ce nombre de réclamations internes qui augmente, c'est là qu'il faut continuer à motiver les équipes et ne pas baisser les bras. C'est là que c'est le plus dur. Et c'est là que la façon dont vous allez emmener tout le monde sur votre bateau, c'est ce qui va faire la différence. Et je vous invite à discuter en privé peut-être après avec Antoly sur leur façon de faire, la façon dont ils ont mis ça. Ils ont mis en place une sorte de cohésion d'équipe avec un côté un petit peu je joue pour apprendre. Et on avait vu ça encore chez personne d'autre. Et j'ai vu pas mal d'entreprises et je peux vous dire que ce qu'ils ont mis en place, c'était le meilleur moyen collectif. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher d'eux si vous voulez plus d'informations. Ouais, ils ont fait vraiment un travail super sur le PSO. Oui, tout à fait. Et moi, je fais un lien aussi avec ce qu'a dit Céline et ce qu'a dit Benalia là, sur le fait de, avant de commencer le projet, prendre le temps que l'information elle diffuse, que les gens comprennent bien que c'est un projet à long terme. Et quand Céline dit peut-être pas tout faire en même temps, y aller progressivement. Voilà, moi je crois qu'il faut, c'est important d'avoir en tête que mettre en place une normalisation, ça sert à rien d'aller vite, parce que si on veut aller vite, en règle générale, tout le monde, ça fait peur à tout le monde et on va difficilement au bout du projet. Je pense que si on met vraiment des étapes raisonnables, raisonnées, en accord avec tout le monde, on arrive assez facilement à obtenir une normalisation, mais qui soit apaisée en fait. C'est ça que je veux dire. Oui, puis ça fait une charge de travail qui est moins importante si on le fait étape par étape, parce que si on veut tout faire rapidement, la quantité de travail à effectuer va être tellement importante que vous allez décourager vos équipes. Et alors, du coup, combien de temps, au bout de combien de temps, globalement, c'est en moyenne, vous apercevez de résultats concrets
via la normalisation dans les endroits où vous intervenez. Est-ce que vous avez des exemples en tête au bout de combien d'interventions, au bout de combien de process mis en place? Ne serait-ce que juste mettre en place, à viser un standard, sans forcément même normaliser. Juste déjà expliquer aux clients, voilà, en cible colorimétrique, on va aller vers ce standard-là et on va s'y tenir. Avec, pour ma la partie presse, une presse stable, stabiliser le processus de production. On l'a vu chez un client à Grenoble. En 2-3 mois, il avait des résultats niveau financier qui étaient parlants. Après, lorsque on met en place la normalisation par l'intermédiaire du PSO, peut-être que là, sur une petite année, on a un retour. Après, en fait, quand on fait un accompagnement comme ça, la normalisation de la chaîne graphique, en vue d'une certification ou pas, hein, l'imprimeur, c'est un peu la cerise sur le gâteau, la certification. On est chez le client une fois par mois. Okay. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'on part, on leur donne des objectifs qui doivent être remplis la prochaine fois qu'on revient. Donc forcément, l'avancée se fait assez rapidement. Au pré-presse, par exemple, on va automatiser beaucoup de choses, et notamment le contrôle de fichiers. Et on voit très rapidement, quelques semaines après, que grâce à l'automatisation, on va pouvoir traiter beaucoup plus de commandes et passer moins de temps à des tâches récurrentes. Oui, tout à fait. C'est quand même un moyen de s'emparer finalement. Moi, ce que j'entends, aussi bien cette table ronde que la première table ronde, où on est vraiment sur finalement une remise à niveau, y compris des compétences métiers, finalement des gens. Ça sert finalement aussi à ça. Et ça reste très important. Oui, une remise à niveau et de revoir des fondamentaux, voilà. Qui quelque part sont déjà présents, dépoussiérer en fait des connaissances, ouais. Réamorcer une machine qui est peut-être un peu endormie, et c'est ce qui fait qu'on a des résultats des fois assez rapides, ouais. Parce que les bases sont déjà là. On demande juste à remettre un petit peu de jus à... Oui, je vois tout à fait. Et alors cette démarche, est-ce qu'on peut dire qu'elle est adaptée à tout type d'entreprise, ou est-ce que c'est une démarche qui est plutôt réservée à des grosses entreprises? C'est beaucoup ce qu'on entend en réalité. Beaucoup de gens nous disent ah oui, mais pour entrer dans une démarche comme ça, il faut être au moins une entreprise de plus de 20 personnes, ou parce qu'il faut du monde de dédié, ou plus de 50 personnes, ou plus de 100 personnes. Et ça, quel est votre ressenti par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que tout le monde peut mettre en place ce type de programme? De mon point de vue, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de taille minimum de l'entreprise à avoir. Je pense qu'il faut minimum avoir assez de personnes pour faire tourner une machine. Ça sera le minimum requis. Mais non, c'est autant adapté à une petite entreprise comme une grosse entreprise. Après, forcément, pour une grosse entreprise, il y aura certainement plus de travail au niveau de la documentation parce qu'il y aura plus d'ateliers. Mais pour une petite entreprise, il n'y a pas du tout de restriction. Au contraire, s'ils veulent se démarquer du lot, sortir de leurs compétiteurs, justement, aller dans cette direction, il n'y a pas de limite. Oui, non. La normalisation, c'est factuel, ça s'adresse à des petites ou des grandes entreprises. Maintenant, quand on a des petites entreprises, on va peut-être allonger le temps d'accompagnement. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que s'il y a des besoins d'un investissement, qu'on puisse aussi étaler les investissements. C'est ça, tout à fait. Et tout à l'heure, Céline parlait d'automatisation, par exemple, du contrôle de fichiers, et du coup, la technologie, les nouveaux outils qui arrivent, évidemment, je vais venir sur le stade un peu de l'IA. Est-ce que vous pensez que ça peut faciliter la mise en œuvre d'une standardisation? Est-ce que vous avez des exemples, je sais pas, peut-être simplement de logiciels d'automatisation ou de choses qui font que ça a vraiment boosté la normalisation des entreprises? Je dirais que l'IA, ça pourrait aider plus les entreprises sur la point de vue documentation, aider à rédiger tous les process pour toutes les différentes étapes, puisque maintenant l'IA peut vous aider vraiment rapidement à avoir des documents qui soient complets. Bien sûr, vous ne pouvez pas demander à l'IA de vous créer un procédé pour votre machine si vous ne lui donnez pas les informations et les informations concrètes. Mais certainement, je pense que ça peut vraiment aider pour
le travail de base, le fond, avoir la forme, et ensuite juste rajouter les informations relevantes pour chaque process. Moi, je pense que là-dessus, il y a un gros potentiel pour aider justement les entreprises, parce que souvent, c'est ce qui leur fait peur, la documentation à mettre en place. Et je pense que vous pouvez me confirmer, surtout toi, au niveau pré-presse, tu me dis souvent, ils savent pas où commencer. Oui, tout à fait. La documentation, c'est toujours un gros chantier. Après, bon, nous, on est là pour les aider. Hein. On leur donne des pistes. Et effectivement, l'intelligence artificielle peut être un vrai outil pour la rédaction de documents. Après, ça peut être aussi un outil pour essayer d'automatiser, je parle pour le pré-presse, et que toutes les tâches récurrentes du pré-presse, qui sont tout le temps les mêmes, puissent être automatisées et laisser un petit peu plus de temps du coup aux collaborateurs du pré-presse d'avoir vraiment une charge un peu plus, une plus grande valeur ajoutée en fait. Oui, le calibrage des presses, on va y venir. Il y a eu quand même une évolution énorme, y compris en presse, avec les nouveaux matériaux de type, tout ce qui est outils embarqués, c'est quand même énorme. Je veux dire, ça nous permet aujourd'hui de garantir des calages en peu de feuilles, peu de temps, etc. Ouais, ça joue. Je vais me tourner vers le public pour savoir si peut-être certains d'entre vous souhaiteraient interroger des gens du terrain, pour le coup, qui régulièrement accompagnent ces entreprises. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Non, pas de questions. Même pas Monsieur Bovero. Oui, allez, Elie. Merci pour être concret et donner une idée à ceux qui n'ont pas du tout une idée combien ça coûte, indépendamment des instruments ou logiciels nécessaires. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce que coûterait pour une petite imprimerie, disons avec 2 presses offset, 2 imprimantes ou presses numériques, donc 2-3 machines à imprimer avec le pré-presse intégré? En termes de prestations, combien d'interventions, combien coûteraient ces interventions en moyenne, juste avoir une idée, et puis après, éventuellement, un audit de certification et une certification éventuelle, pour donner une idée à ceux qui se posent la question, OK, retour sur investissement, mais c'est quoi l'investissement ? C'est un peu compliqué de répondre parce que ça dépend d'où partent les imprimeurs. On a des imprimeurs qui ne sont pas mis à jour depuis très très longtemps. Je parle pour ma partie au niveau du pré-presse, donc effectivement l'investissement il va partir de loin. Quand il faut mettre à jour un flux de production ou racheter les postes opérateurs, ça peut être compliqué. Après, il y a l'accompagnement, comme je disais, nous on y va en général 1 fois par mois. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a des aides quand même financières de la part des partenaires de la branche professionnelle, mais aussi de la région. Donc ça va être intéressant, effectivement, pour les imprimeurs d'aller chercher quand même des financements ou des aides qui existent, et ils sont rarement au courant que toutes ces aides existent d'ailleurs. Tout à fait. Georges Céline, ça va être aussi sur niveau temps, où c'est un investissement dans la mesure où pendant l'accompagnement, il n'y a pas de production. Donc il y a un coût. Donc c'est ce temps-là qui coûte. En termes d'investissement pour la partie presse, en ce qui me concerne, on accompagne bien évidemment pas les entreprises qui ne sont pas forcément équipées de presse, ne serait-ce qu'avec un spectro. Là pour le coup ça devient compliqué. Donc il y a au moins l'investissement d'un spectrophotomètre. Sinon c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est de revoir avec les opérateurs les fondamentaux. Donc c'est souvent, ça arrête souvent à du temps. En termes de logiciel, la plupart du temps c'est pareil, c'est des opérations qui sont menées soit par des organismes de formation qui les accompagnent ou leurs fournisseurs, et auquel cas ça peut être financé ou en fonction de leurs besoins pour le calibrage des presses, quand ça arrive au moment du calibrage. Oui, disons qu'on pourrait peut-être parler d'enveloppes qui pourraient être... moi, c'est à peu près ce que je peux constater sur une entreprise moyenne aujourd'hui. On va être allez, aux alentours des... je parle
sans investissement matériel, encore une fois, hein, pour moi, on doit être plus ou moins dans une fourchette de 15 000 euros, quelque chose comme ça. Ça peut être 20 000 euros en termes de conseils, d'accompagnement, d'audit, etc. Je ne parle pas d'audit de certification, mais qui vont être accompagnés sur une grosse année. Et puis, comme l'ont laissé expliquer les consultants, c'est vrai qu'on a un retour qui est quand même assez rapide finalement sur investissement, puisqu'on va être capable de traiter beaucoup plus de fichiers, beaucoup plus rapidement. On va avoir moins de non-conformité externe, et quelque chose qu'on mesure finalement assez mal et très rarement, c'est l'impact sur l'image de l'entreprise. C'est-à-dire que les non-conformités externes, à partir du moment où, quand c'est le client qui découvre la non-conformité, pour moi, il y a un coup de contrat, il y a un coup de canif dans le contrat qui fait que je vais essayer quand même de trouver un autre prestataire. Parce que ça fait une fois, ça fait deux fois. Alors que peut-être que le gain d'image qu'on va avoir en mettant en place un processus normalisé rentrera justement au fait de maintenir les clients et de conserver un chiffre d'affaires. Et ça, souvent, c'est pas débattu, c'est pas expliqué, mais pourtant c'est une réalité. Voilà. Donc ça aussi, je pense que dans le ROI, même si c'est difficile à chiffrer, je pense que ça doit rentrer dans le ROI, vraisemblablement. Et en termes de certification ? En termes de certification, il faut compter à peu près une enveloppe de 10 000 euros, plus ou moins 2 000 en fonction de la taille de l'entreprise, du nombre de machines qui vont être certifiées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette enveloppe de 10 000 euros, c'est pour la période de certification de 3 ans. Donc c'est 10 000 qui sont à étaler sur 3 ans, ils ne sont pas à sortir de votre poche tout de suite. C'est ça. Et puisque les audits de certification ont lieu tous les 3 ans, mais il y a des audits de surveillance intermédiaires. Voilà, audit de certification ou de recertification, puis un audit de surveillance qui est effectué tous les ans et qui va être un audit un peu plus léger que l'audit de certification, parce qu'on va choisir que des points qui doivent être revus. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le jour de l'audit, bien sûr, vous avez quelques employés qui sont absorbés par l'audit et par l'impression, donc ça génère des coûts supplémentaires qui sont liés à l'audit en soi, mais qui ne sont pas chiffrés dans notre devis. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, merci. En fait, c'est pour un peu ajouter un complément à votre réponse concernant le retour sur investissement. Donc, moi, je suis dans ce domaine depuis longtemps, très longtemps. Et nous avons mené, comme M. Bovero vient de le rappeler, des actions de standardisation avec l'UNIC en France. Mais à l'époque, j'ai eu l'occasion de travailler avec les prédécesseurs d'Emmanuel, c'est-à-dire avec Erwin Widmer, avec lequel nous avons lancé la certification UGRA, qui existe, et qui est née en fait à Sainte-Foy-les-Lyons, dans mon entreprise, en décembre 2006. Et avec Erwin, nous avons lancé cette certification en Europe. Et en parallèle, je travaillais avec une organisation américaine qui est semblable à l'UNIC et qui promeut les standardisations aux États-Unis. Et aux États-Unis, nous avons travaillé sur une certification que vous ne connaissez pas, qui s'appelle le PSA, Printing Standards Audit, au lieu de PSO, Printing Standard Offset. Et tout ça, ça a fait que nous avons en fait récolté des données sur les entreprises avant et après la mise en place de ce que nous connaissons en Europe, en ISO 1247-2, mais aux États-Unis, cette norme n'était pas connue encore là-bas, donc c'était une autre norme, okay, donc, que vous allez découvrir d'ailleurs tout à l'heure. Et le résultat que nous avons pu obtenir au niveau économie, c'est au niveau pré-presse, donc comme vous l'avez mentionné Céline, on a un chiffrier très précis, c'est-à-dire que du moment où on fait le pre-flight des fichiers, donc la vérification des fichiers PDF, avec des automatismes, pas manuellement, mais la capacité de production de pré-presse est doublée, c'est-à-dire l'économie de temps est de 50%.
Okay, et au point de vue, donc dans le numérique, bien sûr, il n'y a pas de, quand la séparation est bien faite, il n'y a pas de mise en couleur, mais dans le conventionnel, la mise en couleur, la baisse moyenne de mise en couleur est autour de, on va dire, dépendant des procédés d'impression, elle peut atteindre jusqu'à 80%. C'est-à-dire que vous avez certainement rencontré le cas où la mise en couleur, elle prenait 200-300 feuilles et finissait par 50 feuilles aujourd'hui. Sur une presse feuille, hein, on ne parle pas de numérique, là, on parle de conventionnel. Et la même chose, on ne parle pas beaucoup des autres procédés, c'est-à-dire flexo et gravure, où la formulation d'encre est très importante et où la standardisation peut faire de sorte à ce que les arrêts machines, pour obtenir la bonne encre sur la machine, on tombe de 7,8 à 2,3. Donc les gains, les retours sur investissement sont significatifs et presque dans certains cas immédiats, de l'ordre de quelques semaines quand c'est de très grosses entreprises, puisque l'échelle de grandeur est très importante. Et la question qui nous a pris le plus de temps, et à laquelle j'ai eu la réponse, et qu'on a publié d'ailleurs à l'époque, je pense, Pascal, après nos 48 projets de mise en conformité en France, c'est quelle est l'incidence sur le bas de bilan, en fait. Parce que c'est ça le chef d'entreprise qui l'intéresse, c'est quel est l'impact sur le bas de bilan. OK, productivité en pré-presse, super. Productivité dans la salle d'impression, super. Mais en bas de bilan, donc si on enlève tout ce qui est de l'aspect, donc charge exceptionnelle, résultat exceptionnel, etc. Si on s'arrête à l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire à la capacité de l'entreprise de générer de l'excédent, on est avec, dépendant encore des entreprises et tout ça, on est avec un minimum de 5%. Minimum de 5% qui peuvent se traduire naturellement par une augmentation du résultat net de l'entreprise, hors amortissement et tout ça, de 5%, qui naturellement est significatif puisque certaines entreprises passaient du rouge au vert avec 5% et parfois bien sûr plus, mais je donne des chiffres conservateurs, c'est-à-dire pour ne pas surpromettre, voilà, et confirmer avec modestie la longue expérience que j'ai pu avoir avec la normalisation, la mise en œuvre, mais aussi la certification. C'est que le retour sur investissement en tous les cas de figure est rapide et dans certains cas, plus l'entreprise est grande et plus il est court en fait, contrairement à ce qu'on peut penser. Merci Élie pour ces éclairages. Oui, moi en fait c'est un constat un peu général par rapport aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui on est noyé sous les audits. D'un côté, on a les audits clients qui veulent être, qui, surtout quand ils sont gros, sont de plus en plus spécifiques. On a les audits, évidemment, je ne parle pas d'FSC, je ne parle pas d'Ecovadis, je ne parle pas d'ISO. Enfin bref, il y en a toute une quantité, une tripotée, qui sont absolument nécessaires. Donc le fond est bon. Par contre, la forme pour le chef d'entreprise d'une petite société, d'une petite imprimerie, c'est comment faire face. Est-ce que déjà j'ai un responsable qualité dans l'entreprise qui peut remplir, et je ne parle pas même pas à la PPWR qui est en train d'arriver. Donc déjà, est-ce que j'ai les moyens de traiter tous ces dossiers? Est-ce que j'ai quelqu'un dans l'entreprise pour s'en occuper? C'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'aimerais, mais j'ai pas les moyens humains et donc financiers. La question, quand on voit par rapport à un secteur en plus qui souffre comme l'imprimerie, c'est est-ce qu'on pourrait pas avoir un pack? Parce qu'on parle par exemple de normalisation contrainte. Alors moi, je suis pas un spécialiste technique par rapport à l'ISO et autres, mais je me dis, si je suis ISO 9001, pourquoi il n'y aurait pas une petite option normalisation contrainte avec un discount pour payer justement et aider l'imprimerie par exemple justement à se mettre aux normes, non pas qu'ils ne veulent pas, mais parce que c'est compliqué pour quand vous êtes en face de tous ces audits et toutes ces demandes, parce qu'il ne faut pas oublier les clients, hein. Et puis ils sont gros, puis ils en demandent, ce qui est normal. Donc voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur comment accompagner l'imprimerie, le chef d'imprimeur en disant c'est quoi les plus importantes aujourd'hui, et si on fait je sais que ça serait difficile, mais un espèce de groupement de normes, ça faciliterait la vie de beaucoup, je crois. Merci. Alors, pour moi, il y a plusieurs axes
de réponse à ce que tu soulèves, Alban, parce que effectivement, lorsqu'on est sur une petite entreprise, c'est très compliqué. Ça, nous, on le constate très, très, très régulièrement. Et justement, je vais revenir sur ce que disait Céline. C'est-à-dire que, et ce qu'a dit Ben Alia d'ailleurs, c'est-à-dire que, alors, il y a plusieurs points. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui peuvent être accompagnées aujourd'hui. On peut monter des projets qui peuvent être financés en partie, mais j'aime pas aborder ce sujet-là parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui doit être abordé. Quelque part, c'est quelque chose, l'entreprise en a besoin, alors il faut qu'elle se donne les moyens d'eux. Et si elle peut être aidée, bah, c'est super, mais si elle peut pas être aidée, il faudrait quand même qu'elle le fasse pour aller mieux. Et moi, je pense qu'une des réponses à cette partie-là, c'est ce qu'on essaie d'initier quand on accompagne PSO. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer Lionel, puisque je vais citer INP Pagora. Nous, on a des clients, et ça a été le cas d'Antoli, on a des clients qui prennent des élèves ingénieurs pour travailler sur toute la partie documentation, méthodologie, et qui font un boulot extraordinaire, qui font vraiment un super boulot. C'est-à-dire que nous, toutes les entreprises qui se sont équipées, enfin, qui ont pris des élèves ingénieurs pour faire ces projets, ça a amené un vrai souffle dans l'entreprise. Et les élèves ingénieurs, ils sont dans le concret. Là, pour le coup, on peut difficilement être plus concret que ça pour leur stage. Et tout le monde y gagne. Parce que les salariés d'entreprise, bah, ils ont des jeunes qui arrivent et qui les boostent. Et ça se passe hyper bien. Donc ça, c'est un premier axe de réflexion. Le deuxième axe, c'est peut-être aussi de dire, bah, c'est de justement peut-être y aller doucement. Commencer par, comme disait Céline, on va commencer par cette partie-là, puis cette partie-là. Encore une fois, c'est-à-dire que... Je trouve que tu as très bien illustré quand tu dis bah il y a beaucoup d'audits, les clients aujourd'hui nous demandent des audits, que ce soit en qualité, que ce soit en pharma, que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit certaines entreprises passent leur temps à faire ça. Donc évidemment qu'ils n'ont pas le temps. Je pense que la réflexion, elle serait peut-être de se dire bon bah on se met un vrai planning réalisable, sans stress, parce que sinon bah, ça explose en vol en fait le projet. Je pense. Voilà. Après, monter un package, ok, pourquoi pas. On nous a demandé, alors c'est un peu moins maintenant, on nous a longtemps demandé ça, de dire, eh ben, vous allez nous écrire notre procédure et nos modes opératoires, mais ça n'a pas de sens, c'est pas à nous de le faire. Si nous on le fait, c'est pas l'essence de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr du tout que l'entreprise va le mettre en œuvre, puisqu'on va pas imposer des méthodes. Ça n'a pas de sens d'imposer des méthodes. Donc voilà, il y a à mon avis, un dernier axe qui sera l'intelligence artificielle, comme l'a dit Emmanuel. Je pense que l'intelligence artificielle pour l'écriture des modes opératoires et des procédures peut être une alternative intéressante, à condition de savoir déjà en interne ce qu'on veut en termes de mode opératoire et de procédures. Vous voulez peut-être rebondir ? Non. Non, globalement, je suis OK avec toi. Merci, gentil. Enfin, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les problématiques que tu souhaitais aborder. Oui. Je pense que c'est un vrai sujet parce qu'on parle de plus en plus de traçabilité, d'obligations légales. Et je pense que plus on va tracer, plus on va normer, ça peut aussi aider à la souveraineté industrielle et donc à du Made in France et du revenir local, etc. Donc ça, c'est très bien. Mais en même temps, c'est un travail, et tu l'as dit très bien, l'IA, c'est un des côtés positifs de l'IA, nous aider dans ces obligations parce qu'on a des clients, enfin on a nos membres, nos adhérents, tout ça, ont des obligations qui vont être de plus en plus importantes, notamment pour ceux qui travaillent dans le packaging avec la PPWR qui devient effective au mois d'août prochain, il ne faut pas l'oublier. Et donc derrière ça, c'est génial la normalisation et je pense que c'est un levier de performance à 2000% et qu'il faut le faire. Moi je l'avais fait dans les temps, dans le passé et ça nous avait apporté beaucoup, donc je suis complètement pour. Maintenant le constat c'est que vous avez dans une PME de 100 personnes, si déjà il y a un patron de qualité à temps plein, c'est bien. Mais en même temps, en face de vous, vous avez Imprimevert, Ecovadis,
PPWR, etc., etc., la norme, l'ISO, super important qui est la base, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc, à un moment, c'est pas que vous n'avez pas envie, c'est que, un, ça coûte cher, deux, j'ai pas les moyens, il me faut du temps, quoi. Et donc, parfois, on se dit, oula, mais au début de l'année, quand vous êtes chef d'entreprise, je vais faire un peu le tri là-dedans, parce que j'ai l'impression de passer ma vie à vendre des audits et pas à bosser pour le client. Voilà, c'est tout. Merci Alban. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis plutôt du côté consultant, accompagnant les imprimeries dans la démarche. Et je rejoins un peu ce que M. Bovero disait. On a accompagné depuis 2010, peut-être 70 entreprises à la certification PSO. Mais aujourd'hui, la plupart de nos clients souhaitent se normaliser, se standardiser sans se faire certifier. Parce qu'aujourd'hui, les donneurs d'ordre ne l'imposent pas. Et ils se disent pourquoi je vais m'embêter à payer une certification qui ne me permettra pas ni de vendre plus cher, ni de vendre plus, mais quand même me standardiser pour avoir les acquis et les bienfaits de la normalisation. Et certains se font certifier, c'est pour un peu fédérer dans l'entreprise et avoir une petite contrainte, un petit stress qui fait que tout le monde se monopolise pendant un temps et va jusqu'à la certification. Mais on a de moins en moins de demandes. Il y en a eu beaucoup dans les années 2010, 2016, 2018. Et là, ça baisse. Malgré des efforts, on en a, nous, les 4/5e qui ont été faits par l'UGRA et 1/5e par la FOGRA. La FOGRA a décidé de faire 2 niveaux de certification avec une qui valait plus que, je dirais, 1 500 euros. Même malgré ça, on a du mal à faire certifier les entreprises. Et je me demande pourquoi ce n'est pas plus demandé par les donneurs d'ordre, imposés, comme ils imposent d'autres contraintes. Merci Nicolas. L'UNIC, Bruno et moi, on est complètement contre le discours anti-norme. Parce qu'on sait pertinemment qu'il se cache autre chose derrière. On le sait. Ceux qui attaquent les normes confiscatoires, j'ai aucun mal, parce qu'il y en a qui sont complètement, même au niveau de l'architecture de leur construction, complètement aberrantes. Mais là où vous avez raison, le nombre d'abandons qu'on a connus sur des processus de cette nature est colossal. Et on vit une période qui est complexe pour nous. D'ailleurs, je sais que certains veulent faire une annonce que je justifie et que l'UNIC vraiment portera. On est dans un monde multiprocédé. Je suis certifié 12647.2. Je travaille avec La Roche-Posay. Mais pour des raisons de coût, à l'intérieur de l'entreprise, je suis passé en impression numérique jet d'encre. Je suis désolé, je suis certifié 12647-2 dehors. Je fais des travaux où je sous-traite le pelliculage. Je n'ai pas du tout intégré ça, monsieur. Vous avez signé votre BAT avant le pelliculage. Et hop, le contentieux explose. Et on a ça. Mais il faut voir les contentieux que j'ai. C'est à mourir, à mourir. Des gens qui sont certifiés. Et en effet, il y a une baisse terrible. Alors en France, il existe moins en Allemagne pour des raisons évidentes. Mais je dis ça parce que notre ami de l'UGRA, on avait rencontré l'UGRA grâce à notre ami Christophe il y a 3 ans, qui faisait ce constat de cette baisse de l'appétence. Et nous, on est favorable à ce qu'on reprenne quelque chose de fort, comme on l'a dit. Quand tu parles de normes agnostiques, c'est très important pour nous, très très important. Multiprocédé, tout ce que tu dis sur la répétabilité, mais aussi cette espèce d'intégrité. Imaginons une grande marque qui a un périmètre de diffusion européen et qui veut absolument avoir exactement la même qualité, avec des variantes toutefois, parce que l'appétence par rapport à la couleur n'est pas la même en Allemagne qu'en Belgique, etc. Mais qu'il faut absolument intégrer ça. Aujourd'hui, on a, nous, sur les adhérents de l'UNIC, des petites entreprises. Je vous rappelle quand même, il faut avoir ça en tête, qu'une entreprise de 15 salariés fait 2,2 millions de chiffre d'affaires, dégage un RCAI qui est très très proche du plus bas niveau de l'industrie manufacturière.
fait rarement d'investissement immatériel à part la formation. Et tu m'as dit un jour, Christophe, et Dieu sait que tu es bien placé, tu m'as dit, écoute Pascal, c'est les fondamentaux qui sont à revoir. C'est pas la peine de partir sur les grands délires, c'est les fondamentaux qui sont à revoir. Et en fait, tu réapprends le métier à certains, et que les dialogues organisationnels métiers ont autant de valeur que le reste. Donc c'est vrai qu'on est on est terriblement perturbé. Le problème, on le verra ce soir, c'est qu'on a des amis asiatiques ou autres d'ailleurs qui sont sur la logique industrielle, c'est-à-dire que pour laisser sa part à la créativité, ils optimisent le reste et comme des laminoirs. Et on n'a pas encore cette approche-là. Elle existe en Italie, hein, bien entendu. Donc je partage évidemment. Alors les consultants, même si vous en êtes un tout à fait respectable, ont une part de responsabilité. Parce que certains de mes adhérents ont dit, attendez, ça c'est du discours de consultants, les référentiels d'audit ont été conçus pour les consultants, et la certification, si respectable soit-elle, elle est conçue pour être totalement étroitisée et vendre un système. Ça m'est arrivé des fois et des fois, si je peux dire. Et c'est pour ça qu'il faut remettre un petit peu ce que tu dis, le sens dans l'entreprise. Tu as fait des merveilles, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à nos amis d'Antolib, et moi, Wouters, évidemment. Même pour moi, ça vaut tous les discours sur l'approche de normalisation. Ça. Et vous avez tous dit la même chose, et évidemment, Céline la première. Si on n'implique pas les salariés, c'est-à-dire à cette remise en cause, c'est même pas la peine d'assister. Donc si le management il est déjà vertical dès le départ, la certification ou la normalisation, on tire un trait. Ça ne sert à rien. Ce qui me gêne, moi, je termine là-dessus, c'est que certains donneurs d'ordre, je reviens là-dessus, parce que c'est un peu mon obsession, c'est pas ceux qui étaient là tout à l'heure, heureusement, rédigent des cahiers des charges sans rien connaître de ce qu'il y a derrière, ni des procédés, ni des livrables qui sont liés aux procédés. Ça donne quelque chose de complètement fou. Hein. Alors, Alban a raison, il faudrait, on y a pensé toi et moi, hein, il y a longtemps, une sorte de, je ne sais pas comment dire, déjà des équivalences, parce que quand on traite d'ISO 9001, voire 14001, on peut très très bien greffer des modules extrêmement importants pour éviter qu'une entreprise de 20 salariés, encore une fois, dise « mais c'est pas vrai, ça, qu'est-ce que c'est que cette structure documentaire qu'on me demande ?» Ça, c'est important, et c'est du rôle de la branche, à mon sens, et pas du tout du marché, parce que sinon, on se fera voler l'initiative. Voilà. Je me permets peut-être juste de rebondir sur un point qui a été mentionné sur les donneurs d'ordre qui ne demandent pas forcément à ce que les imprimeurs soient certifiés, mais juste normalisés. On a eu le cas juste avant dans la table ronde où justement Julien disait non, on ne leur demande pas qu'ils soient certifiés, mais juste normalisés. Mais après, il nous dit oui, mais on a encore des imprimeurs, ils sont normalisés, mais selon les anciennes normes, avec des vieux profils faux gras. Si on demandait aux imprimeurs d'être certifiés, ils ne pourraient pas vous sortir des vieux fichiers avec des vieux profils. Et c'est ça la différence entre la normalisation et la certification. Et ça, je pense que c'est vraiment un point où les donneurs d'ordre devraient réfléchir et pousser justement à avoir des imprimeurs. Ils ne peuvent pas avoir tous leurs imprimeurs certifiés. On l'entend très bien, mais ils peuvent le pousser. Mais pour corriger légèrement ce que vous dites, si jamais vous demandez aux imprimeurs donneurs d'ordre de travailler avec des imprimeurs certifiés, ils vont travailler avec 40 boîtes en France. C'est pour ça que j'ai dit pas tous, mais de pousser à la demande. Et quand je dis 40, ça sera 30 bientôt. Oui, je ne pense même pas que les donneurs d'ordre demandent à ce que les imprimeurs soient normalisés. Hein. Parce que ça serait trop facile. Tout le monde peut dire qu'il est normalisé. Il suffit d'avoir fait 2-3 calibrations dans son entreprise. Donc c'est soit ils demandent qu'elle est certifiée, mais ils ne le demandent pas, soit il n'y a rien. Et même une entreprise certifiée, ça ne garantit pas qu'elle va produire correctement. Hein, puisqu'on est certifié sur une presse, on montre qu'on est capable de faire. On ne prouve pas qu'on va faire bien tout le temps. Donc c'est même des entreprises certifiées, j'ai 6 presses, j'en fais certifier une, j'ai formé un collaborateur au lieu des 10, et on est certifié quand même. Hein. Donc ça garantit même pas. Mais après, il y a des entreprises qui y trouvent leur compte, et la plupart qui font ça, c'est pour améliorer leur process. Mais une entreprise pourrait vouloir juste le macaron
d'un point de vue marketing et ne pas avoir de gain en interne, ce qui serait dommage, hein, mais qui serait possible. J'entends très bien ce que vous dites. Ça serait dans ce cas-là la différence entre un tirage qui a été certifié et l'entreprise qui est certifiée. Parce que si l'entreprise est certifiée, et je parle bien de l'entreprise complète, comme les formations que vous faites, c'est que le personnel est également, on va dire entre guillemets, certifié lui aussi, parce qu'il a reçu les formations qui vont avec. C'est là la différence avec un tirage certifié, où on a un certificat qui valide à un moment donné qu'on a fait une impression qui était correcte selon la norme. Et là par contre, et je vais demander à Anthony ou à Wouters de confirmer que c'est pas la même chose d'avoir l'entreprise certifiée plutôt qu'un tirage certifié à un temps donné. Alors, ça va être 1 ou 3 presses ou 5 presses en fonction du choix de l'entreprise. Je vous l'accorde, c'est correct. Par contre, c'est le process entier qui est également revu et certifié. Alors, je sais que le programme de certification a changé depuis 2018, justement où la partie process de toutes les étapes ont été vraiment profondément retravaillées de façon à ce que ce ne soit plus que le tirage qui soit évalué, mais l'ensemble de l'entreprise. Et je sais que je vous rejoins totalement. Il y a plusieurs années, il y avait beaucoup d'entreprises qui ont été certifiées, qui ne le sont plus, qui maintenant reviennent aussi vers nous suite à toutes les formations qui ont été données par nos amis présents ici. Et je peux vous dire qu'on voit dans certaines entreprises qui ont arrêté la certification pendant 5 à 10 ans, qui repartent de zéro, parce qu'en fait, il n'y a plus de continuité, parce qu'il n'y avait plus d'audit, donc le savoir-faire est parti. Il y a aussi beaucoup de changements au niveau du personnel. Et dans le coup, les personnes sont parties, il n'y avait pas de documentation, ce n'est pas resté. Et c'est un petit peu dommage parce que les entreprises doivent repartir de zéro et dans le coup, c'est un gros frein. Je vous l'accorde. Merci. Je vais finir par une autre question, la question de Luc Nana. Oui, je suis Luc Nana. Je vais parler en tant que papetier. Je suis curieux de savoir ce que vous faites pour vous adapter au papier dans tous vos travaux. Et ça rejoint les donneurs d'ordre, la discussion de donneurs d'ordre, qui souvent arrivent avec leur papier, bien entendu, et puis se posent la question, est-ce que vous pouvez vous adapter au papier que je vous donne? Ou l'inverse? Merci, Luc. Je réponds pour ma part. La norme définit un certain nombre de papiers qui sont certifiés à utiliser pour la norme. Après, si c'est un imprimeur qui n'utilise jamais ce type de papier, on ne va pas lui demander de nous faire une impression le jour de l'audit avec des papiers et des profils qui ne sont pas adaptés, qui ne représentent pas leur vie de tous les jours. Donc c'est nous qui allons nous adapter de façon à pouvoir auditer l'imprimeur selon ses conditions qui représentent plus de 50% de sa vie de tous les jours. Parce que sinon, ça ne sert à rien de pousser un imprimeur d'utiliser un papier qu'il n'utilisera jamais. Et là, dans ce cas-là, ça serait vraiment faire un audit qui n'est pas du tout représentatif de la réalité. Et là, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est auditer quelque chose qui ne sera pas représentatif. Merci. Merci à vous trois. Merci à tous. On finit cette première partie. Vous allez pouvoir passer à côté où on va faire une petite pause d'une demi-heure. Je vais vous demander de bien vouloir passer à côté simplement parce que les intervenants doivent s'installer et que on aurait besoin de la place.